L'histoire économique est parsemée d'épisodes dans lesquels des gouvernements confrontés à des crises financières graves ont recouru à la saisie, à la confiscation ou à la dévaluation forcée des actifs de leurs citoyens pour résoudre leurs problèmes budgétaires aux dépens de la population. En 1933, Franklin Roosevelt signa le décret exécutif 6102 qui rendait illégale la détention privée d'or aux États-Unis. Les citoyens américains furent contraints de remettre leur or au gouvernement fédéral, en échange de dollars au prix officiel fixé par Washington, puis le gouvernement revalorisa immédiatement le prix de l'or, réalisant ainsi un profit considérable sur le dos des épargnants, qui venaient de lui céder leur métal précieux. En Argentine, lors de la crise de 2001, le gouvernement gela les comptes bancaires de la population du jour au lendemain dans ce qu'on appela le corralito, piégeant l'épargne de millions de familles dans des banques qui refusaient de les laisser accéder à leur propre argent. À Chypre en 2013, lors de la crise bancaire, l'Union européenne et le Fonds monétaire international imposèrent un prélèvement forcé directement sur les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 €, confisquant une fraction de l'épargne privée pour renflouer des banques insolvables. La Grèce, sous la pression de ses créanciers internationaux, introduisit des contrôles stricts sur les mouvements de capitaux qui empêchèrent ses citoyens de transférer librement leur argent hors du pays pendant plusieurs années. Ces exemples ne sont pas des anomalies historiques. Ils constituent un schéma récurrent que l'histoire économique valide avec une régularité troublante. Quand un État est acculé par une crise financière suffisamment grave, quand ses dettes deviennent insoutenables, et que ses revenus fiscaux ordinaires ne suffisent plus à couvrir ses engagements, la tentation de puiser dans la richesse privée de ses citoyens devient irrésistible. Et les outils dont disposent les gouvernements modernes pour procéder à ces confiscations, officielles ou déguisées, sont nombreux et perfectionnés. La fiscalité d'urgence, les contrôles de capitaux, la dévaluation monétaire, le gel des comptes bancaires, la nationalisation forcée, la taxation exceptionnelle des patrimoines, tout cela constitue un arsenal de spoliation légale, que l'histoire montre parfaitement opérationnel, dès lors que les circonstances politiques le permettent. La question que pose l'histoire économique pour quiconque cherche à préserver son patrimoine n'est donc pas de savoir si de tels événements peuvent se reproduire. Ils se reproduiront. La vraie question est de savoir quels actifs résistent à cette capacité de saisie étatique, quel type de richesse reste hors de portée du bras gouvernemental même dans les moments les plus extrêmes de crise financière. Le premier actif que les gouvernements peinent historiquement à saisir lors des crises financières est l'or physique détenu à l'étranger, hors du système bancaire et hors de la juridiction nationale du pays en crise. La différence entre l'or physique et les instruments financiers qui représentent de l'or est fondamentale et souvent mal comprise. Quand un gouvernement comme celui de Roosevelt en 1933 confisqua l'or de ses citoyens, il put le faire parce que cet or était dans des banques américaines ou déclaré sur le territoire américain, accessible à la puissance de coercition de l'État fédéral. Mais les citoyens américains qui détenaient de l'or physique dans des coffres suisses ou dans d'autres juridictions étrangères échappèrent à ce décret. L'or qui n'est pas dans votre juridiction n'est pas sous la coupe de votre gouvernement. C'est la raison pour laquelle, tout au long de l'histoire des grandes crises financières du XXe siècle, les familles qui avaient anticipé et diversifié géographiquement leur détention d'or physique, préservèrent leurs richesses là où celles qui avaient tout concentré dans des institutions nationales furent spoliées. La Suisse, avec ses traditions séculaires de neutralité et de confidentialité financière, devint précisément au cours des deux guerres mondiales et des crises économiques de l'entre-deux-guerres un refuge pour l'or et les actifs de familles d'Europe entière, qui pressentaient que leurs gouvernements nationaux allaient devenir des prédateurs de leur propre population. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse rationnelle à une réalité historiquement documentée. Le deuxième actif qui résiste structurellement à la confiscation gouvernementale est la compétence rare et monétisable, ce que les économistes appellent le capital humain. C'est un actif que l'histoire a démontré impossible à saisir par quelque gouvernement que ce soit, pour la raison la plus simple et la plus profonde qui soit. Il réside dans l'esprit et le corps d'un individu, et ne peut lui être retiré qu'en le réduisant à l'esclavage ou en l'éliminant physiquement, des options qui ne sont pas disponibles aux gouvernements démocratiques modernes. Les médecins, les ingénieurs, les artisans maîtrisant des techniques rares, les personnes possédant des compétences précieuses et transférables, ont traversé les crises économiques les plus dévastatrices de l'histoire, en conservant une capacité à générer des revenus que nulle saisie fiscale ne pouvait supprimer entièrement. Pendant la grande inflation allemande de 1923, les professions libérales qui pouvaient facturer en devises étrangères ou en nature survécurent économiquement là où les épargnants dont la richesse était en marque virent leur patrimoine s'évaporer. Pendant l'effondrement soviétique de 1991, les ingénieurs et les scientifiques qui possédaient des compétences applicables à l'économie de marché émergente trouvèrent rapidement à employer leurs talents dans les nouvelles structures économiques, là où les fonctionnaires dont la valeur économique était entièrement dépendante du système soviétique se retrouvèrent démunis du jour au lendemain. Le capital humain voyage avec son propriétaire, franchit les frontières sans déclaration, ne peut pas être gelé par un tribunal ou saisi par un huissier. Dans un monde où les gouvernements en crise cherchent des actifs à taxer, à contrôler ou à confisquer, la compétence rare reste l'actif le plus souverain qui soit. Le troisième actif que l'histoire valide comme résistant à la confiscation est l'immobilier étranger dans des juridictions politiquement stables. L'immobilier national, contrairement à ce que croient de nombreux investisseurs,
est en réalité un des actifs les plus vulnérables à l'action gouvernementale. Il est visible, localisé, enregistré, facilement taxé et potentiellement sujet à des réquisitions légales. Des taxes foncières extraordinaires ont été imposées dans de nombreuses crises historiques. Des nationalisations d'immobilier ont eu lieu dans de multiples pays au XXe siècle. Des contrôles de loyers imposés par des gouvernements en crise ont transformé des propriétés rentables en charges financières. Mais l'immobilier dans une juridiction étrangère stable échappe à ces risques nationaux. La France ne peut pas taxer une propriété située au Portugal au-delà de ce que la loi portugaise permet. L'Argentine en crise de 2001 ne pouvait pas saisir les appartements que certains de ses ressortissants fortunés possédaient en Uruguay ou en Espagne. La diversification géographique de l'immobilier constitue historiquement une protection réelle contre les appétits confiscatoires des gouvernements nationaux en difficulté, pour la simple raison qu'elle soumet cet actif à une juridiction différente, régie par ses propres règles et ses propres contraintes institutionnelles. Le quatrième actif qui résiste à la confiscation gouvernementale dans les crises financières historiques est ce que l'on peut appeler les réseaux de réciprocité et les actifs relationnels. C'est un actif invisible, non quantifiable, mais dont la valeur économique réelle dans les moments de crise a été documentée à travers toute l'histoire économique. Les individus qui disposaient de relations solides avec des personnes capables de les aider, de les héberger, de leur procurer des ressources rares, de les faire passer d'une zone à l'autre, de leur fournir des informations précieuses. Ces individus traversèrent les crises avec des taux de survie et de préservation du patrimoine significativement supérieurs aux individus isolés. Pendant les crises de l'Ancien Régime français, les marchands qui appartenaient à des réseaux négociants transnationaux, les Huguenots, les Juifs séfarades, les marchands flamands, avaient accès à des circuits d'information et d'entraide qui leur permettaient d'anticiper les crises, de déplacer leurs actifs avant les saisies et de reconstituer leur activité économique dans d'autres juridictions, quand leur pays d'origine devenait trop hostile. Ces réseaux constituaient une forme de richesse réelle, une assurance mutuelle informelle mais infiniment précieuse, que nulle loi d'exception ne pouvait confisquer parce qu'elle résidait dans des relations humaines plutôt que dans des actifs enregistrés. Le cinquième actif que l'histoire économique valide comme structurellement résistant à la confiscation est le plus récent et le plus controversé, mais aussi celui qui pose les questions les plus profondes sur l'avenir de la relation entre les États et la richesse privée. Ce sont les actifs numériques décentralisés, et plus particulièrement les crypto-monnaies à offre limitée dont la conservation repose sur des clés cryptographiques privées que seuls leurs détenteurs contrôlent. Il faut aborder ce sujet avec la rigueur historique qu'il mérite, et sans les excès rhétoriques qui caractérisent souvent les débats sur ce thème. Le Bitcoin et les actifs comparables ne sont pas des actifs parfaits ni des refuges garantis. Ils sont volatiles, techniquement complexes, soumis à des risques opérationnels réels et confrontés à des incertitudes réglementaires considérables dans de nombreux pays. Mais ils possèdent une caractéristique que aucun actif physique traditionnel ne partage. Ils peuvent être conservés sous forme de 12 mômes mnémotechniques dans la mémoire de leurs propriétaires, transportés d'un pays à l'autre sans déclaration douanière, transférés instantanément à n'importe quel point du globe sans passer par un intermédiaire bancaire soumis à la coercition gouvernementale. Quand le gouvernement chypriote prélevait directement sur les comptes bancaires en 2013, quand le gouvernement argentin gelait les dépôts en 2001, quand le gouvernement vénézuélien imposait des contrôles de change qui emprisonnaient l'épargne de sa population dans une monnaie en chute libre, un actif numérique conservé hors du système bancaire et hors de toute infrastructure saisissable aurait échappé à ces mécanismes de confiscation. Ce n'est pas une hypothèse théorique. Des citoyens vénézuéliens, zimbabwéens et afghans ont effectivement utilisé des crypto-monnaies comme mécanisme de préservation du patrimoine, face à des crises monétaires et politiques récentes, avec des résultats documentés. Ce que l'histoire économique nous enseigne à travers ces 5 catégories d'actifs résistants à la confiscation, c'est une leçon d'une profondeur et d'une actualité permanente que les investisseurs et les épargnants des démocraties libérales ont tendance à oublier dans les périodes de prospérité et de stabilité. La relation entre un citoyen et son État n'est pas symétrique. L'État dispose de pouvoirs coercitifs considérables que les circonstances de crise peuvent amener n'importe quel gouvernement, même démocratiquement élu et animé des meilleures intentions, à utiliser contre sa propre population pour résoudre des problèmes financiers devenus insolubles par les voies ordinaires. Cette asymétrie fondamentale de pouvoir entre l'individu et l'État est une constante de l'histoire économique que les périodes de prospérité dissimulent et que les crises révèlent avec une brutalité sans équivoque. La diversification juridictionnelle, le développement du capital humain, la constitution de réseaux de solidarité réels, la détention d'actifs physiques hors de portée des institutions nationales et l'exploration prudente des nouvelles formes d'actifs décentralisés constituent ensemble une réponse historiquement validée à cette asymétrie. Ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas de la défiance pathologique envers les institutions. C'est simplement la lecture honnête et rigoureuse de ce que l'histoire économique enseigne à ceux qui veulent bien l'écouter.